L'État français dépense près de 500 milliards d'euros par an. Une partie de ces flux est publique, mais dispersée, instable, quasi illisible. J'ai donc créé Sillage Public, un outil d'OSINT civique qui transforme des données gouvernementales fragmentées en une carte lisible en quelques clics. La semaine dernière, je vous ai présenté Warmer, une armée d'agents IA qui chauffe vos prospects LinkedIn à votre place pour faire exploser votre taux de réponse de 2% à 20%. Si vous l'avez raté, elle est juste ici. Aujourd'hui, c'est la troisième semaine du Challenge de ma vie. Une startup par semaine, pendant 1 an. 52 projets lancés en public. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu créer plein de projets et l'IA a tout changé. Ce qui demandait une équipe de 10 personnes et 6 mois de travail peut maintenant être fait en quelques jours par une personne seule. L'IA, c'est l'équipe que vous ne pouviez pas vous offrir. Cette semaine, comme tous les jeudis de la semaine à 16h, on s'attaque à un sujet massif. Aujourd'hui, on ne parle pas de SaaS marketing, on parle de transparence démocratique. Je vais vous montrer comment j'ai construit Sillage Public, un dashboard qui rend visible l'argent de vos impôts. Je m'appelle Nikita, j'ai 26 ans, je suis ingénieur en IA et développeur full stack. Aujourd'hui, je construis BYDI, une chaîne YouTube qui montre que la distance entre l'idée et l'exécution n'a jamais été aussi courte grâce à l'IA et qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour créer des choses. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer Sillage Public. Ce que j'ai fait, c'est de l'OSINT civique, des techniques de renseignement sur de l'open source appliquées aux finances publiques. Le même type de méthode utilisée par les journalistes d'investigation, les analystes en cybersécurité ou les chercheurs en géopolitique. Mais ici, c'est appliqué à votre argent. L'État français dépense 490 milliards d'euros par an. Une partie de ces données sont publiques, gratuites, accessibles en théorie à n'importe qui. Et quand j'ai essayé de les lire, j'ai découvert quelque chose de plus précis. Il existe un ordre de grandeur d'environ 50 milliards strictement traçables par bénéficiaire et par région. Mais dans le MVP Live d'aujourd'hui, sur la fenêtre 2025-2026, et avec les sources ouvertes stables effectivement branchées, je rends visible environ 3,5 milliards. L'information existe et elle est publique. Elle est juste rendue pratiquement invisible pour quiconque ne mène pas l'enquête. On parle de pages et de pages de documents compliqués à déchiffrer et surtout compliqués à interpréter en fait. Et les décisions sont prises chaque jour par des élus, des entreprises, des journalistes sans accès à ces données. Concrètement, si vous voulez savoir si votre région reçoit sa juste part de ces subventions, voilà ce que vous faites. Vous téléchargez des fichiers CSV de centaines de milliers de lignes, vous testez source après source, vous essayez d'en faire tenir plusieurs ensemble proprement, et vous bloquez au bout d'1 heure parce qu'une région s'appelle Île-de-France dans un fichier et IDF dans un autre. Ou encore vous n'avez juste pas les accès à certains sites strictement réservés à certains organes publics, ou alors vous faites appel à une boîte de consultance qui vous facture des dizaines de milliers d'euros. Ce que ça coûte concrètement. Un journaliste qui va passer 2 jours à nettoyer des bases de données avant de pouvoir écrire un article sur les investissements ou subventions régionaux. 2 jours où il ne produit rien d'autre. 2 jours où l'actualité continue sans lui. Un élu local qui négocie avec l'État sans savoir comment sa région se compare aux voisines. Il signe un accord d'investissement sans données, sans contexte. Comment vérifier qu'il a obtenu la meilleure part? Ou une entreprise qui cherche des marchés publics sans pouvoir voir où l'argent est concentré. Elle pourrait ajuster sa stratégie commerciale, mais pour ça, il faudrait une vue d'ensemble. Elle a les points individuels, pas la carte. Clap, faux raccord. On tourne le matin, donc ambiance plus détente. Vous voyez mes petits yeux et petit café juste ici. Donc, rapporté aux 69 millions de Français, ça représente 6 000 euros par personne par an. Par foyer, on dépasse les 10 000 euros. Et c'est votre argent, donc c'est normal que vous sachiez où cet argent va. Mais est-ce que la transparence financière de l'État est vraiment accessible ? Ou est-ce qu'elle l'est sur le papier seulement? Ce qui m'a frappé en construisant cet outil, c'est que je faisais pas que du développement. Je faisais de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence. C'est une pratique que j'ai découverte via la série de documentaires de Ludoc, magnifiquement bien réalisée sur la prise d'otage des youtubeurs en plein Paris en 2018. Bref, l'OSINT, c'est le nom qu'on donne à la collecte et à l'analyse d'informations à partir de sources qui sont publiquement disponibles. Appliqué aux finances publiques, ça donne ça. Identifier toutes les sources pertinentes, contourner celles qui sont mortes, croiser celles qui parlent des langages incompatibles et faire apparaître des informations qui sont techniquement publiques mais pratiquement invisibles. Alors j'ai construit Sillage Public. Voilà ce que ça donne en une carte, le territoire français et les investissements publics qui s'affichent par région, avec les régions outre-mer aussi. Je clique sur Occitanie. Instantanément, les aides ADEME, les projets ADEME France 2030 et PIA, en gros la BPI, la commande publique, les lauréats Banque des Territoires, tout agrégé au même endroit sur la lecture 2025-2026. Je vois quels instruments dominent, quels secteurs ressortent et où les flux se concentrent.
Les filtres, je peux isoler les investissements verts, ou les aides aux PME, ou les contrats de défense. J'applique un filtre, voilà ce que ça donne. Et puis il y a ça, export CSV. Les données que j'ai cherchées pendant 2 jours, elles s'exportent en un clic. En gros, ce qui prenait une journée de nettoyage de CSV sur 2 jours prend maintenant 10 secondes. Mais laissez-moi vous montrer comment c'est construit et tout ce qui a failli ne pas marcher. Quand vous posez ce problème à un développeur, le réflexe est immédiat. Base de données, API, front-end, un serveur quelque part, minimum 3 semaines, et tout ça pour à peu près 50 € par mois potentiellement. J'ai choisi une autre voie, une stack front ultra légère, HTML, CSS, JavaScript, Vanilla, un fichier GeoJSON pour les régions et aucun back-end. C'est beaucoup plus facile pour un proto, toute l'infra est sur Vercel. Autre conséquence, pas de base de données applicative à maintenir. Les coûts sont quasi nuls, la seule vraie limite, c'est celle du navigateur de l'utilisateur. Et dès que je veux des emails ou des services persistants, je dois soit passer par un service tiers, soit accepter qu'un vrai back-end devienne nécessaire. Ce qui est OK, à ce moment-là, je migrerai sur Railway, qui a un service beaucoup plus complet. Il y a concrètement 4 sources live dans le proto, et autour, plusieurs portails. Il a fallu pas mal de traitements de données, comme de la normalisation par exemple, avant l'exploitation possible de celle-ci. Voilà les marchés publics français. C'est un beau concept, mais c'est bien moins rigolo pour en extraire les datas. Le numéro d'identification d'un fournisseur s'appelle le siret titulaire dans certains fichiers et siret acheteur dans d'autres, pour la même API, et n'existe pas chez d'autres encore. Bref, il a fallu faire pas mal de tri. Ici, pareil. Comment tu veux bien extraire les montants quand dans certains tu as 1000, puis dans d'autres tu as 1000.0, puis dans d'autres tu as 1 espace 1000 entre guillemets, et puis dans d'autres tu as ceci avec des virgules, etc. Et parfois tout ça dans le même doc. Bon, donc il y a du besoin d'une petite fonction pour faire ce tri-là, je vous la mets juste ici. Donc cette fonction-là, elle m'a permis en gros de filtrer tous les résultats et de bien homogénéiser, si on veut, les valeurs que vous pouvez trouver dans les différents fichiers pour une seule même API. Et encore, ADEM c'est une source qui est bien structurée, les autres sont bien pires. Enfin bon. Là, on a les projets ADEM rattachés au programme d'État. C'est cette source qui alimente dans le produit les instruments France 2030 et PIA selon la ligne concernée. Elle ne remplace pas une source France 2030 séparée, elle ajoute une couche opérateur, plus fine, sur ce même périmètre. Comme pour les autres enjeux, les libellés ne tombent jamais parfaitement juste du premier coup. Entre région, intitulé de projet et niveau de précision géographique, il faut réconcilier tout ça avant de pouvoir afficher correctement. Du coup, pour ça, j'ai dû écrire une table de correspondance de 30 entrées pour tout réconcilier. En gros, je vous la mets juste ici. Ça vous permet de rattacher par exemple la valeur Île-de-France à toutes les valeurs possibles qu'il pourrait y avoir dans le fichier. Donc IDF, Île-de-France sans majuscule, Île-de-France sans tiret, etc. Ce travail, normaliser des identifiants incohérents, réconcilier des sources hétérogènes, construire des tables de correspondance, c'est exactement ce qu'on appelle en OSINT la phase de corrélation. Vous avez les données, mais elles ne matchent pas à première vue, car organisées différemment, et il faut donc construire le traducteur pour bien croiser toutes ces données. En réalité, ça représente 60% du travail réel sur n'importe quelle enquête ou analyse basée sur des données. Mais c'est d'ailleurs un travail absolument crucial, parce que des données agrégées, on peut tout leur faire dire. Donc c'est vraiment bien de comprendre qu'est-ce qu'on fait et de quoi on parle précisément. Ensuite, on a France 2030, côté de Banque des Territoires. C'est une source plus petite, plus propre, mais qui ajoute quand même une vraie couche de lecture territoriale. Et surtout, elle complète les projets ADEM au lieu de les remplacer. Dans le produit final, on n'a pas une seule source France 2030. On a plusieurs portes d'entrée sur ce périmètre, selon l'opérateur et le niveau de détail disponible. Alors, parlons de la fameuse BPI France, la Banque publique d'investissement. Je me suis dit BPI France, 60 milliards d'euros engagés en 2024, 72 milliards en 2025, l'opérateur des programmes d'investissement d'avenir, l'argent récolté par nos impôts, on devrait y avoir accès. Ça va être une mine d'or d'informations. Et puis même, ça va être super intéressant de comprendre les projets qui réussissent, qui aboutissent. Mais rien. Nulle part. Donc j'ai eu un petit moment de flottement. BPI France, c'est pas anecdotique, c'est un acteur majeur de France 2030. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose sur l'open data français. La pérennité d'un point d'accès n'est jamais garantie. Un ministère peut décider de fermer son portail du jour au lendemain, et il peut ne pas y avoir de continuité. En OSINT, on appelle ça un pivot. Quand votre source primaire disparaît, vous cherchez à trouver la source secondaire qui couvre le même périmètre. Au lieu de garder BPI comme si c'était une source live, j'ai finalement pivoté vers des sources ouvertes, plus stables sur le même périmètre. ADEM Programme d'État et la Caisse des dépôts Banque des Territoires. Le produit actuel est branché comme ça, et je le dis clairement. Et en parallèle, j'ai fini par retrouver le bilan d'activité 2025 de BPI France. Et là, la lecture devient beaucoup plus nette. BPI France annonce 72 milliards injectés dans l'économie en 2025, avec notamment près de 21 milliards de crédits et environ 10 milliards de garanties, plus de 30 milliards pris en garantie en assurance export avec 33 milliards mobilisés.
et 3,4 milliards de financement de l'innovation. En gros, beaucoup de termes techniques pour dire une seule chose. Si ma carte affiche autour de 3,5 milliards sur 2025-2026, ce n'est pas parce que les autres milliards ont disparu. C'est parce qu'une grande partie de l'activité de BPI France n'est pas de la subvention ouverte et nominative, c'est du financement bancaire, de la garantie et de l'assurance. S'il y a 72 milliards chez BPI France, pourquoi ma carte n'en montre qu'une petite partie? La réponse tient au métier même de BPI France. BPI France n'est pas seulement une agence publique qui distribue des aides, c'est aussi une banque publique, un garant et un opérateur d'assurance export. Et pour ces métiers-là, on ne joue plus avec la même logique de transparence. Ce que je peux afficher proprement sur la carte, c'est surtout l'argent qui a été donné ou attribué, subventions, aides directes, projet France 2030, PIA traçable, marché public. Ce que je ne peux pas afficher pour l'immense majorité du reste, ce sont les prêts, les garanties et une grande partie de l'assurance export. Parce que là, on entre dans des contrats bancaires ou assurantiels. Si vous publiez en open data le trio nom du bénéficiaire, territoire et montant pour un prêt, vous révélez potentiellement l'endettement, la stratégie ou la fragilité d'une entreprise. Et le secret professionnel bancaire bloque cette publication nominative. Ce que BPI France publie à la place, ce sont des lectures agrégées. Le bilan d'activité, l'atlas national, les dépliants régionaux. Très utile pour comprendre les volumes par métier ou par territoire, mais pas suffisant pour reconstruire une carte ligne par ligne, entreprise par entreprise. Et à côté de ça, vous avez une autre zone grise, l'État central. Je voulais aussi afficher les subventions directes de l'État aux associations et aux collectivités. Et là, le mur s'appelle Chorus Pro. En fait, les données existent. Elles sont produites, stockées, auditées, mais elles ne sont pas publiées en open data granulaire au niveau bénéficiaire. En OSINT, on appelle ça une zone grise. L'information existe, mais elle n'est pas rendue visible au bon niveau de détail. Ce n'est pas du secret absolu, ce n'est pas de la transparence exploitable non plus. C'est exactement l'entre-deux, où les décisions les plus intéressantes se cachent. Ce constat sur les données, je ne l'aurais jamais fait sans d'abord galérer sur deux bugs concrets. Ces deux bugs illustrent le même problème, l'écart entre ce qui semble fonctionner et ce qui fonctionne vraiment. Et il y a deux bugs dans l'environnement de développement et en production. Et c'est pas les mêmes. Et parfois ceux de l'un sont plus simples à résoudre que ceux de l'autre. Ma bête noire, c'est les problèmes de network. J'ai beaucoup trop souffert sur AWS. C'est pour ça que maintenant, je me suis tourné vers des solutions beaucoup moins chères et bien plus simples à déployer. Alors déjà au début, la carte elle était claire, elle n'était pas noire et les infos étaient répertoriées en nuages de bulles. Donc les données étaient là, mais la géographie restait floue. C'était pas intuitif. Et en fait, je n'aimais pas du tout. Le vrai saut, ça a été de passer à de vrais contours régionaux en GeoJSON. Tant que ce fichier n'était pas bien chargé ou tant que la carte retombait sur un rendu de secours, donc avec vraiment des bulles, en fait on perdait la lecture la plus importante. Quelle région était réellement touchée et comment les flux se répartissent. En plus j'ai rendu la carte plus sombre avec des couleurs plus néon, je trouvais ça bien plus classe en fait. Là du coup non seulement c'était plus joli, mais il y a de meilleurs contrastes, c'était bien plus limpide, bien plus visible. Le fixe simplifiait le JSON, sécurisait son chargement et recentrait toute l'interface autour d'une carte lisible avant tout. La leçon, sur un produit avec des données, la lisibilité géographique n'est pas un détail esthétique, en fait c'est le produit. Au début, le dashboard affichait des totaux partiels, pendant que les sources arrivaient. En fait, vous ouvriez la page et il y avait marqué 1 milliard, puis 1,7, puis 3,3, puis 3,5. En fait, techniquement, c'était normal. Mais le problème, c'est que c'était pas possible. On pouvait pas avoir d'abord un chiffre puis un autre. Non. Si vous ouvrez un outil de transparence et que le chiffre principal change pendant 3 secondes, en fait, vous perdez instantanément la confiance. Même si en coulisses, le système est en train de faire exactement ce qu'on lui demande. La solution, il fallait bloquer l'affichage du total final tant que les sources 2025 et 2026 n'étaient pas toutes chargées. Et montrer une progression claire qu'en fait le chiffre était en train de charger. La leçon dans un produit donné, la perception de la vérité compte autant que la vérité technique. Sinon, il y a une perte de crédibilité. Mais il y a aussi les choses qui marchent. Partager une vue. Je peux générer un lien de partage vers la vue filtrée. Et pour ça, il y a zéro backend maison. Quelqu'un peut copier ce lien, le partager à quelqu'un d'autre, et cette personne-là va arriver exactement sur la même vue. Ensuite, on peut aussi exporter les données. Les résultats deviennent un fichier CSV téléchargeable en 10 lignes de code, et il n'y a aucun serveur. Pareil, c'est de la simplification dans le design du produit. Et pour l'instant, les alertes email, dès qu'on veut les faire sérieusement, elles sortent du pur front. Aujourd'hui, je peux capter un email via un service tiers et enregistrer une alerte simple, mais si je veux un vrai moteur d'alerte persistante, avec historique, scoring et déduplication, là oui, il faut un backend. Bon, vous me direz si vous voulez que je fasse ça, ça sert à rien de trop build non plus avant d'avoir le signal des utilisateurs que ça intéresse réellement quelqu'un. Il faut rester réaliste et pragmatique, et donc par contre, si vous me le dites, je l'implémenterai. Alors, est-ce que la transparence de l'État est vraiment accessible? Comme je disais, les données elles existent, plus qu'on ne le croit. Datagouv.fr fonctionne, c'est un vrai effort public. Le problème n'est pas d'avoir créé des données, c'est d'avoir créé l'infrastructure pour les rendre lisibles. Mais cette transparence, elle est accessible aux experts, pas aux citoyens. Elle est fragmentée, il y a plusieurs sources qui sont incompatibles, dont 4 sont seulement assez stables pour le MVP Live actuel.
Cette transparence, elle est instable. Un portail peut fermer du jour au lendemain. Et elle a des angles morts. Précisément là où ça devient intéressant justement. Une grande partie des prêts, des garanties et des flux non subventionnels n'existent pas en open data nominative exploitable. Bon, donc c'est une transparence qui nécessite d'être un peu data scientist pour être exploité quoi. Ou d'être la bonne personne pour avoir accès à Chorus Pro par exemple. Ce que Sillage Public fait, c'est démocratiser une méthode OSINT. Les journalistes d'investigation le font depuis des années. Croiser des sources publiques, normaliser des données hétérogènes, faire apparaître ce qui était invisible. Mais ça prenait des jours, des équipes, des outils spécialisés. Sillage Public fait la même chose en 10 secondes depuis n'importe quel navigateur. J'ai appelé ça sillage public. Un sillage, c'est la trace que laisse quelque chose dans l'eau. L'argent public laisse un sillage. Cette vidéo et cet outil, c'est une façon de le rendre visible avant qu'il disparaisse dans des bases de données que personne ne lira. Donc si vous êtes citoyen, la prochaine fois que vous entendez parler d'un investissement public dans votre région, dans votre école, dans vos infrastructures, dans un programme de transition, vous avez maintenant le moyen de vérifier par vous-même, de le confronter à ce que vous savez du contexte et de poser les bonnes questions. Si vous êtes journaliste ou chercheur, les sources sont là, les filtres sont là, les exports CSV sont là. Les données sont froides, mais elles sont accessibles. Elles peuvent alimenter une enquête, une analyse, une histoire. Si vous êtes une entreprise sur des marchés publics, je cherche justement des bêta-testeurs avec ce besoin précis. Vous naviguez dans des appels d'offres, vous avez une vision fractionnée du marché. Sillage Public peut vous donner une vue d'ensemble, où l'argent va, comment les instruments se répartissent et quels territoires sont mis plus en avant. Sillage Public est en ligne, il y a une lecture publique gratuite sans compte, sans tracking. Et il y a aussi une couche un peu plus opérationnelle qui se construit pour les équipes qui veulent des exports, des alertes et une lecture plus avancée des flux. Bon, moi je vous laisse, j'ai une nouvelle startup à aller créer. Dites-moi d'ailleurs ce que vous aimeriez que je crée comme startup. J'ai 2-3 idées que je compte faire, mais je construirai ce que le commentaire le plus liké me demande. Dites-moi aussi si vous avez des idées pour améliorer ce format, je suis preneur. Allez ciao, à jeudi prochain à 16h.